Quelque chose d'incroyable est en train de se passer. Il y a cette chose appelée Bitcoin. Ce doit être une énorme arnaque, n'est-ce pas? Je veux dire, ce n'est que de l'argent virtuel sans valeur. Vous êtes en train de me dire qu'une monnaie numérique nommée d'après un même Internet vaut maintenant plus que Ford? C'est insensé. À moins d'avoir vécu dans une grotte, vous avez sans doute entendu parler du Bitcoin, une forme de monnaie entièrement virtuelle, contrôlée par aucun gouvernement ni aucun individu. Créée par un fondateur mystérieux qui reste anonyme à ce jour, une monnaie qui vaut maintenant des milliards. Le Bitcoin, la monnaie numérique créée il y a une douzaine d'années comme alternative aux espèces, est en pleine explosion. L'hypothèse plausible est que c'est une pyramide de Ponzi géante et que les gens se font piéger. Tout d'abord, je soulignerai que le Bitcoin possède tous les attributs, non seulement d'une bonne monnaie, mais d'une monnaie extrêmement performante. Vous avez probablement votre propre opinion sur le sujet, que ce soit de la confusion, de la colère, de l'espoir. Ce Bitcoin semble susciter la controverse et la polarisation partout où il passe. Pourquoi? Il est temps de lever le voile et de découvrir exactement ce qui se passe derrière tout ce bruit. Et pourquoi le Bitcoin a suscité une telle réaction. Car au cœur de tout cela se trouve quelque chose de bien plus grand qu'une simple monnaie numérique. Et il est important que vous le compreniez. Il est temps de faire le procès du Bitcoin. Il y a une tentation lorsqu'on vous présente le Bitcoin pour la première fois. Une tentation de se moquer. Et finalement, nouvelle règle. Rien de ce qui porte le mot « crypto » dans son titre ne finit bien. Vous allez sur Twitter et vous voyez ces profils avec des yeux laser, les mèmes, la communauté, les cris de AIODL, sans parler de certaines prédictions apocalyptiques sur l'effondrement du dollar américain et la fin de la monnaie fiduciaire telle que nous la connaissons. C'est beaucoup. Notre instinct naturel est d'être cynique. On se dit que ça n'a aucune valeur, que c'est une bulle, et je vous le promets, et vous avez raison, il pourrait atteindre 50 000, il pourrait atteindre 100 000, mais je suis certain qu'au bout du compte, il finira proche de zéro. Comment une monnaie virtuelle, quelque chose qui était autrefois littéralement qualifié d'argent magique d'Internet, peut-elle valoir autant? Où est la valeur intrinsèque que cette chose apporte au monde? C'est la première question que tout le monde se pose presque toujours. Ce n'est que lorsqu'on vous présente la technologie et la philosophie qui sous-tendent tout cela que vous réalisez que vous avez posé la mauvaise question depuis le début. Nous avons abordé une partie de ces questions dans la première partie de la série, mais pour résumer, le Bitcoin n'est qu'un ensemble de transactions sur un registre qui nous indique qui a envoyé quelle quantité de Bitcoin à qui. De la même manière qu'une banque stocke toutes les transactions que vous avez effectuées à partir de votre compte avec une banque, cependant, chaque transaction est validée par la banque elle-même. Si vous essayez d'envoyer 100 $ à un ami alors que vous n'avez que 50 $ sur votre compte, la banque remarquera qu'il s'agit d'une transaction non valide et la rejettera. La banque est une autorité centrale. L'objectif du Bitcoin est d'être une forme de monnaie décentralisée, ce que Satoshi Nakamoto, son mystérieux créateur, a exposé dans son livre blanc, publié pendant la récession de 2008. Au lieu de compter sur une banque pour vérifier que les transactions sont légitimes, les transactions sont validées par un ensemble d'ordinateurs qui existent sur le réseau Bitcoin. Un réseau auquel n'importe qui dans le monde peut se connecter en téléchargeant le logiciel Bitcoin. Voyez cela comme un système de vote où chaque ordinateur du réseau vote pour déterminer la légitimité de la transaction. Après qu'un certain nombre de transactions ont été effectuées, un nouveau registre est créé qui est lié au registre précédent et ainsi de suite. C'est ce que nous avons appelé la technologie blockchain. Vous voyez, la vraie question n'est pas la valeur intrinsèque que le Bitcoin apporte au monde. Regardez le dollar américain. Qu'est-ce qui lui donne sa valeur? Prenez une seconde, réfléchissez-y. En fait, qu'est-ce qui donne sa valeur à une monnaie? Le dollar lui-même n'a aucune valeur intrinsèque. Ce n'est qu'un morceau de papier ou un nombre sur un écran. Ce qui donne sa valeur au dollar américain, c'est le fait que le gouvernement décrète qu'il a de la valeur, et nous sommes d'accord pour dire qu'il en a. Nous sommes convaincus que nos dollars ou nos livres sterling peuvent être utilisés pour acheter des biens ou des services parce que le bénéficiaire de notre argent a également confiance en sa valeur. En d'autres termes, la valeur d'une monnaie provient de la confiance que les gens lui accordent et de la stabilité sous-jacente de l'État qui la soutient et l'émet. La différence ici, cependant, est que si la monnaie fiduciaire repose sur la stabilité du gouvernement, le Bitcoin, grâce à sa technologie blockchain, repose sur un code informatique. Pour qu'une monnaie ait de la valeur, il est important que le réseau de personnes qui l'utilisent lui fasse confiance.
Le Bitcoin joue un jeu psychologique de confiance et de réputation depuis sa création, un bras de fer entre la bonne presse, la mauvaise presse et son adoption globale par les autres utilisateurs. S'il y a de la demande, alors il a de la valeur. Le Bitcoin a clairement généré cette demande. La question que nous devrions nous poser n'est donc pas celle de sa valeur, mais plutôt celle de sa demande. Qu'est-ce qui l'alimente? Et surtout, peut-elle durer? Ne vous y trompez pas, le jeu de la confiance et de la réputation n'est pas facile, et tant que Bitcoin n'aura pas été massivement adopté, il marchera sur une corde raide entre la confiance et la peur. Et en coulisses, des problèmes plus importants et plus préoccupants sont en jeu, des problèmes qui menacent de briser la corde raide sur laquelle Bitcoin marche. Il y a une guerre civile au sein de la communauté Bitcoin, depuis un certain temps maintenant. Derrière tous les mèmes, le battage médiatique et les yeux laser, une guerre qui remet en question la légitimité du Bitcoin en tant que monnaie. C'est ce qu'on appelle la guerre de la taille des blocs, et elle ne vient pas d'une menace externe, mais d'une menace interne. Un problème qui a été intégré au fondement même du Bitcoin, le grand problème de la scalabilité. Satoshi Nakamoto l'a programmé, de manière à ce que chaque bloc de la blockchain Bitcoin ne puisse contenir qu'un mégaoctet de transactions. Et pour rendre les choses plus difficiles, il existe un niveau de difficulté défini sur la blockchain Bitcoin, garantissant qu'il faut 10 minutes pour générer chaque nouveau bloc. Avec cette seule décision, Nakamoto avait involontairement mis le feu aux poudres. Faisons quelques calculs rapides. Une transaction moyenne est d'environ 380 octets. Par conséquent, chaque bloc de la blockchain contient environ 2759 transactions. Et si chaque bloc prend 10 minutes à se générer, cela signifie que Bitcoin ne peut garantir que 4,6 transactions par seconde. Visa, en revanche, peut gérer plus de 24 000 transactions par seconde. Vous voyez le problème. La décision de conception de Nakamoto a provoqué une scission au sein de la communauté, une scission entre les partisans des gros blocs et ceux des petits blocs. Les partisans des gros blocs ont fait valoir que toute monnaie légitime doit pouvoir gérer un grand nombre de transactions, bien plus que 4,6 par seconde. Ils ont plaidé pour une augmentation de la limite de la taille des blocs. Pendant ce temps, les partisans des petits blocs ont fait valoir qu'une augmentation de la limite de la taille des blocs signifierait que le commun des mortels ne serait pas en mesure d'exécuter le réseau Bitcoin en raison de sa taille et de son échelle, ce qui le conduirait à être géré par de grandes entreprises, et donc à devenir centralisé, une chose à laquelle Bitcoin a été conçu pour s'opposer. Mais ce n'est pas tout, car nous n'avons même pas encore abordé le problème de l'énergie. Il y a quelques années, Elon Musk a publié un tweet expliquant pourquoi Tesla, qui autorisait autrefois l'achat de ses véhicules avec des bitcoins, ne le faisait plus, déclarant « Nous sommes préoccupés par l'utilisation croissante de combustibles fossiles pour le minage et les transactions bitcoin. » Ce tweet a, à lui seul, fait chuter la valeur du bitcoin de plus de 50 000 $ à un peu plus de 40 000 $. N'oubliez pas, c'est un jeu de réputation et de confiance. Et Musk n'est pas le seul à avoir exprimé son manque de confiance quant à la consommation d'énergie du Bitcoin. Le problème énergétique existe depuis très longtemps. En effet, une analyse récente de l'université de Cambridge a indiqué que le Bitcoin consomme plus d'énergie que l'Argentine. Il consomme énormément d'énergie. Toute la question autour de l'énergie est remarquable, notamment la quantité d'énergie impliquée dans une industrie qui consomme déjà beaucoup d'énergie. La question que vous vous posez probablement est « Pourquoi ? Pourquoi le Bitcoin consomme-t-il autant d'énergie ?» Et encore une fois, le problème est que Satoshi l'a conçu ainsi. Chaque ordinateur du réseau Bitcoin vote pour dire si les transactions d'un bloc sont valides ou non. Mais comment s'assurer que quelqu'un ne puisse pas simplement voter autant de fois qu'il le souhaite et ainsi truquer le système? C'est là que Nakamoto a décrit son système de preuve de travail. Les ordinateurs du réseau Bitcoin doivent prouver le travail qu'ils ont effectué pour voter, et la façon dont ils le prouvent est en résolvant un problème numérique complexe qui force essentiellement un ordinateur du réseau à consommer de l'énergie pour le résoudre. Le premier ordinateur du réseau à résoudre ce problème numérique remporte la récompense de quelques bitcoins pour avoir validé avec succès ce bloc. En d'autres termes, c'est comme une loterie, un groupe de mineurs tentant de résoudre ce problème numérique complexe, consommant de l'énergie dans l'espoir d'être les premiers à réclamer leur bitcoin en récompense. Nakamoto a fait en sorte que chaque bloc prenne 10 minutes à générer, ce qui signifie que la difficulté du problème numérique s'ajuste afin qu'il faille environ 10 minutes pour le résoudre à chaque fois.
Donc, plus il y a d'ordinateurs sur le réseau, plus le problème numérique sera compliqué afin de maintenir le temps de génération des blocs à 10 minutes. Et plus le problème est compliqué, plus il faut d'énergie et de puissance pour le résoudre. C'est un cercle vicieux. Au début, un ordinateur ordinaire pouvait être utilisé pour miner du Bitcoin. Mais maintenant, il existe des fermes de minage entières, créées avec des ordinateurs extrêmement puissants, afin de continuer à miner du Bitcoin. Le modèle de preuve de travail était un moyen intelligent d'empêcher les mauvais acteurs de truquer le réseau Bitcoin, mais il était très inefficace en termes de consommation d'énergie et d'évolutivité. Et avec le changement climatique et le réchauffement planétaire, cela impose un lourd fardeau éthique au Bitcoin et à son avenir. Où est-ce le cas? De nombreux membres de la communauté Bitcoin ont réagi à la décision de Musk, qualifiant ces accusations de propagande visant à semer la peur, l'incertitude et le doute dans l'esprit des autres. Les comparaisons entre la consommation d'énergie du Bitcoin et celle de pays entiers sont injustes et fallacieuses. Le Bitcoin n'essaie pas d'être un pays. Il essaie d'être une monnaie ou une réserve de valeur. Les mineurs de Bitcoin sont également incités à utiliser les énergies renouvelables, car elles deviennent moins chères à produire. Pensez-y, en tant que mineur, vous voulez gagner de l'argent. Étant donné que les coûts énergétiques représentent votre plus grosse dépense, vous allez vouloir trouver des moyens de produire de l'énergie au moindre coût. À mesure que les énergies renouvelables comme l'hydroélectricité deviennent plus abordables, vous constaterez que les mineurs s'y tourneront. Mais il est extrêmement difficile de prédire quelle quantité d'énergie utilisée par le réseau Bitcoin est issue d'énergie renouvelable. Certaines analyses prédisent que le réseau utilise plus de 70% d'énergie renouvelable, tandis que d'autres disent que c'est moins de 30%. Et bien que nos institutions bancaires et notre système monétaire consomment plus d'énergie que le Bitcoin, ils traitent beaucoup plus de transactions et d'utilisateurs. Mais juste au moment où l'on pense que Bitcoin a fait face à suffisamment de problèmes, une conspiration encore plus grande se profile à l'horizon. En 2019, un article publié par un professeur et un étudiant de l'Université du Texas, intitulé « Bitcoin est-il vraiment détaché ?», accusait le prix du Bitcoin d'être manipulé par une autre crypto-monnaie, nommée Tether. Tether est ce que l'on appelle un stablecoin. C'est une crypto-monnaie dont la valeur est indexée sur celle du dollar américain. En d'autres termes, un dollar américain vaut un Tether, ni plus, ni moins. Convertir un Bitcoin en stablecoin est beaucoup plus rapide que d'essayer de convertir un Bitcoin en dollar américain. De nombreux détenteurs de Bitcoin essaieront donc de transférer leur argent du Bitcoin vers Tether lorsque les marchés deviennent trop volatiles. Et selon une étude de CryptoCompare, 57% de tous les échanges de Bitcoin ont été effectués en Tether. Tether est une source énorme de liquidité sur le marché des crypto-monnaies. Cependant, l'article de 2019 suggérait qu'il y avait eu création de Tethers non adossés, qui ont ensuite été échangés contre des bitcoins pour faire grimper artificiellement la demande. Cet article a fait grand bruit dans l'univers des crypto-monnaies, déclenchant une enquête du ministère américain de la Justice sur Tether Limited et Bitfinex, les deux sociétés à l'origine de la monnaie. Et il y a ce phénomène avec Tether, chaque jour, 1 milliard de dollars sont émis et servent à acheter du bitcoin. L'enquête a révélé que la monnaie virtuelle Tether n'était pas toujours adossée au dollar américain comme on le pensait auparavant, ce qui a entraîné une amende de 18,5 millions de dollars. Tether existe toujours aujourd'hui avec la promesse d'une plus grande transparence, mais cela soulève un problème plus sombre autour du Bitcoin, la manipulation du marché. Voyez-vous, il y a autre chose que je ne vous ai pas dite. Il existe ce qu'on appelle des baleines. Pas ce genre de baleines. Les baleines du Bitcoin, des individus qui possèdent d'importantes sommes de Bitcoin. Selon Coindesk, le nombre d'adresses de portefeuille contenant plus de 1000 Bitcoins en janvier était de 2230. Satoshi Nakamoto lui-même posséderait environ 1 million de Bitcoins, acquis lors des premiers jours de minage de la monnaie. Cela représente plus de 4,7% de l'offre totale de Bitcoin qui existera jamais. Permettez-moi donc de poser une nouvelle question. Que se passerait-il si Satoshi Nakamoto vendait ses bitcoins? Il est peu probable qu'il le fasse, qui qu'il soit, mais cela souligne un nouveau problème. Une baleine du bitcoin a le potentiel de provoquer une fluctuation importante des prix avec ses avoirs, surtout en cas de vente. Il existe des comptes Twitter littéralement dédiés à l'analyse des mouvements des portefeuilles contenant de grandes quantités de bitcoin. Et pour aggraver les choses, la décentralisation et l'anonymat du bitcoin en font un terrain propice aux individus mal intentionnés, prêts à manipuler le marché dans une certaine mesure.
il est difficile de dire dans quelle mesure il est manipulé. Voilà donc. Les problèmes d'évolutivité du Bitcoin, sa faible efficacité énergétique et son potentiel à favoriser d'importantes manipulations du marché en font une mauvaise monnaie. Si l'histoire du Bitcoin s'arrêtait là, ce serait une histoire sombre. Mais là où les problèmes du Bitcoin surgissent, c'est là que le monde des crypto-monnaies et quelque chose de bien plus grand commence. Nous sommes en 2011. C'est une époque où l'émergence de crypto-monnaies alternatives, ou altcoins en abrégé, commence à faire son apparition. Regardez d'un peu plus près, et vous verrez que la technologie blockchain n'est pas exclusive au Bitcoin. Et face au problème du Bitcoin, le développement de ces altcoins a offert une solution ou la création de quelque chose d'entièrement nouveau. Je ne peux pas toutes les décrire, car il existe actuellement des milliers d'altcoins, chacune étant supposée conçue de manière unique avec un objectif distinct. L'espace des crypto-monnaies est un véritable Far West en ce moment, rempli de débats sur les monnaies qui sont des arnaques sans valeur et celles qui sont révolutionnaires. Le Dogecoin, une autre crypto-monnaie alternative, a littéralement été inventé comme une blague par deux ingénieurs logiciels dans le but de se moquer de la spéculation effrénée sur les crypto-monnaies. Cette blague atteint maintenant une capitalisation boursière de 50 milliards de dollars au moment de l'enregistrement. C'est plus que la valeur de Ford. Est-ce que l'espace des crypto-monnaies est actuellement dans une bulle spéculative massive? Probablement. Mais attendez une seconde. Retournons dans les années 1990 et au début des années 2000. Ce soir, l'autoroute de l'information est l'une de ses principales artères, un réseau en ligne appelé Internet, au milieu de ce que nous appelons maintenant la bulle Internet. C'était une époque où Internet commençait enfin à être commercialisé et il y avait une effervescence autour de son potentiel et de ce qu'il représentait pour l'avenir de nos vies. Les investisseurs ont commencé à investir des sommes considérables dans certaines de ces entreprises Internet, leur accordant des évaluations ridiculement élevées. C'était une frénésie, certaines entreprises ajoutant simplement .com à leur nom juste pour profiter de l'engouement. Certaines de ces entreprises n'avaient ni business plan, ni produit, ni profit. Et lorsque les capitaux ont commencé à se tarir, beaucoup de ces entreprises Internet, qui n'avaient ni but, ni véritable activité, se sont effondrées. Mais malgré cela, des années plus tard, les entreprises Internet sont parmi les plus grandes du monde. Je pense qu'il est très facile de prédire que de nombreuses entreprises prospères naîtront d'Internet. Je crois aussi qu'aujourd'hui, là où nous en sommes, il est très difficile de prédire quelles seront ces entreprises. Il est possible que l'univers des crypto-monnaies se trouve dans une situation similaire en ce moment. En 2014, un jeune homme de 19 ans du nom de Vitalik Buterin est monté sur scène lors d'une conférence Bitcoin, dévoilant ses plans pour ce qu'il a appelé le réseau Ethereum. Vitalik savait que la technologie blockchain était bien plus importante que Bitcoin, qu'elle avait un potentiel bien au-delà du monde de la finance. La technologie blockchain est à Bitcoin ce que l'email est à Internet, juste une partie d'un ensemble plus vaste. Et c'est ce qui rend Ethereum si intéressant. Le réseau Ethereum nous donne la possibilité de programmer et de créer des applications décentralisées ou des contrats décentralisés, communément appelés smart contracts. Je ne vais pas trop m'attarder sur l'informatique qui se cache derrière tout cela, car c'est bien au-delà de ma compréhension, mais c'est vraiment fascinant et incroyable. Et nous n'en sommes qu'au début. Tout le monde s'intéresse à Bitcoin parce que c'est l'un des premiers dominos à avoir lancé tout cela, mais Bitcoin n'est qu'une petite partie d'un ensemble plus vaste. Est-ce que je pense personnellement que le Bitcoin sera la monnaie mondiale du futur? Non, mais cela ne veut pas dire qu'il n'a pas d'autres usages que celui d'être une monnaie. Lorsque l'Internet a fait ses débuts, nous ne savions pas que cela nous permettrait de regarder des vidéos en ligne publiées par d'autres personnes sur une plateforme de médias sociaux. C'était un processus d'évolution, et bien que je n'ai aucune idée de l'orientation que prendra ce monde, et des crypto-monnaies et des utilisations de la blockchain qui perdureront, c'est passionnant. Le Bitcoin n'est pas une arnaque ou une mode passagère, c'est plutôt une histoire, et il semble qu'elle ne fait que commencer.